tous! Alors, aujourd'hui on se retrouve après une petite absence parce que je pense que ça s'entend, j'étais malade. Mais malade en mode je pouvais plus parler. Donc c'était un peu compliqué. Et en plus comme par hasard, au moment où j'étais vraiment très motivée pour cette vidéo, pour justement pouvoir la poster à temps à l'occasion du Black History Month. Et donc eh bien malheureusement ça fait tard, mais de toute façon dans tous les cas pour moi il ne faut pas spécialement attendre le Black History Month afin de lire des livres écrits par des auteurs afrodescendants. Et donc, qu'est-ce qu'est le Black History Month? Le Black History Month, c'est un mois commémoratif de la diaspora africaine. C'est donc le mois de l'histoire des Noirs et ça se déroule donc pendant le mois de février, chaque année, forcément. Et à cette occasion, quoi de mieux que de mettre en avant des personnes afrodescendantes, et donc d'où le but de cette vidéo, vous faire des recommandations de livres qui sont écrits par des auteurs ou des autrices afrodescendants. Bon là pour le coup il me semble qu'on n'est que sur des autrices, et donc aujourd'hui mon but c'est de vous faire une sélection de livres disponibles en version française, donc ils sont tous écrits en français. Il existe aussi des livres avec des personnages principaux afrodescendants, mais là j'ai décidé de vous faire une sélection qui comporte des livres écrits par des auteurs afrodescendants. Je pense que c'est clair, on va donc pouvoir commencer. On va commencer avec un livre auto-édité que j'ai juste adoré, ça a été un 5 sur 5 pour moi. Et c'est Le Temps des Corbeaux, écrit par Debbie Haig. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé parce que c'est une vidéo que j'avais déjà voulu faire l'année dernière, mais j'avais loupé le coche. Il me semble que j'étais aussi tombée malade à la même période. Mais bon, là je peux quand même parler un minimum, donc c'est le moment. Le Temps des Corbeaux, c'est une super urban fantasy avec beaucoup de représentations. Ici, vous avez la version papier, regardez juste la beauté de la couverture. L'autrice est également graphiste, donc c'est elle qui l'a réalisé et je suis juste fan. En plus, bon, le violet, j'ai un attrait pour le violet. Et voilà à quoi il ressemble. Je vous montre de près. Je vais vous montrer aussi le travail qui a été fait au niveau de la carte. Bon, déjà, vous avez un espèce de système pour vous expliquer la hiérarchie sociale et magique dans cet univers. Je trouve que c'est super bien pensé. Et regardez-moi la beauté de ces cartes. Incroyable. Et pour ce qui est des entêtes et de la pagination, ça ressemble à ceci. Notre histoire se déroule à Silver Hollow, une ville du nord-ouest des États-Unis. Notre personnage principal est celui de Dolly Sinclair. Et Dolly en est certaine, elle ressent quelque chose, une menace plane sur la ville. Bien sûr, la première chose que l'on va se demander, c'est si ça ne serait pas dû à la révision du traité qui approche, un traité qui régit et dissimule l'existence des créatures surnaturelles. Et l'étrange disparition de ce jeune Fae en est la preuve formelle. Seulement, il y a un problème. Sol, sa supérieure, n'accorde aucune importance à ses mises en garde. Elle ne voit en Dolly qu'une babysitter de soirée étudiante. Dolly va donc prendre une décision, elle s'en chargera toute seule. Enfin, presque. Quitte à se plonger dans une affaire qui la dépasse et qui résonne étrangement avec son passé. Un passé qu'elle cherche à oublier. Et donc, avec tout ça, il y a écrit « À moto ou à tire d'aile, entre amitié inattendue, poudre d'oubliette, passe d'armes et paillettes, Dolly compte bien percer le mystère de Silver Hollow et prouver à ses collègues qu'elle a sa place au sein du nid. Ils se mordraient les doigts de l'avoir tous sous-estimé, parole de corbeau. » Alors c'est une histoire que j'ai adorée. Vous avez peut-être pas compris parce que je vous ai pas expliqué avant, mais Dolly Sinclair, notre protagoniste, elle fait partie d'une police surnaturelle. Et le nid dont il est question, c'est le quartier général de cette police. Et du coup, quand il est question de babysitting de soirée étudiante, c'est qu'au lieu de lui confier des affaires, on la relègue toujours à des choses un petit peu insignifiantes. Enfin, insignifiante, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, c'est pas des missions importantes, c'est plus de la surveillance. Et Dolly, notre protagoniste, est une corbeau, et les corbeaux, c'est une espèce surnaturelle de cet univers, et c'est une jeune femme noire. Et cette histoire m'a totalement happée parce que c'est une bonne brique, mais j'ai pas du tout vu le temps passer. Il me semble d'ailleurs que je l'avais dévoré. Vraiment, j'étais à fond dedans. Petit tips, si jamais vous êtes abonné à l'abonnement Kindle, vous y avez accès, il est disponible à l'emprunt. Personnellement, c'est comme ça que j'avais commencé à le découvrir et au fur et à mesure, je me suis dit « Attends, je suis déjà à 50% du livre, je vais le commander » et j'ai pas pu m'en empêcher parce que déjà, c'est un soutien en plus à l'autrice et que vraiment, j'ai juste adoré. Pour ce qui est des tropes, vous avez le fan family, voilà, comme on le dit dans le résumé,
Dolly se lance dans une affaire seule, enfin presque seule, parce que au fur et à mesure, une amitié va se créer entre plusieurs personnages et des personnages secondaires vraiment attachants. Et quand je parle de grande diversité, c'est qu'on est déjà au niveau ethnique sur des personnages vraiment différents, une belle pluralité. Même au niveau des espèces, c'est diversifié puisque dans notre fine équipe, Dolly est la seule qui est corbeau. Mais il me semble qu'il y a peut-être des métamorphes, sorciers, je sais plus exactement les espèces, mais vraiment il y a beaucoup de choses. On a également une romance Enemy to Lovers et Slow Burn. Je me suis vraiment beaucoup attachée d'ailleurs au couple en question. On est donc sur une enquête avec de l'action. Je suis désolée, la lumière risque de fluctuer. Il y a de la trahison. Voilà, il y a de la trahison, il y a de quoi être juste choquée. Et on apprend pas mal de choses sur le passé de Dolly. On comprend qu'elle a vécu un grand traumatisme. Et en plus de ça, ça contribue à découvrir l'univers que j'ai juste adoré. Cette idée de traité qui dissimule l'existence. La fin, c'est juste une claque. J'attends avec impatience le prochain tome. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais j'espère que ça arrivera. Je ne vous ai pas précisé dans cette vidéo, il sera question de livres qui sont encore dans ma pile à lire et de livres que j'ai lus. Donc, je serai en mesure de vous recommander vraiment, avec des arguments, ceux que j'ai lus. On va passer à une autrice dont 2 de ses livres sont traduits en français, et c'est Kalynn Bayron. Donc pour ma part, j'ai déjà lu Cendrillon est morte, publié chez De Saxus, mais on a récemment eu Ce cœur empoisonné, publié chez Sabran. Cendrillon est morte, je lui ai mis 4 sur 5, je vais vous faire un petit résumé. Bien sûr, nous sommes sur une réécriture, un petit peu avec une ambiance dystopique, j'ai trouvé, de Cendrillon. Dans cette histoire, ça fait 200 ans que le comte de Cendrillon s'est produit, qu'elle a trouvé son prince. Depuis, les adolescentes sont tenues de se présenter à un bal annuel. Et bien sûr, là-bas, les hommes choisissent une épouse en fonction de la beauté de leur parure. Et si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte et un terrible destin les attendent. Nous suivons le personnage de Sophia qui a 16 ans et qui préfère de loin épouser Erin, sa meilleure amie d'enfance pour qui elle a des sentiments. Le soir du bal, elle prend la fuite et se réfugie dans le mausolée de Cendrillon. Là-bas, elle y rencontre Constance, la dernière descendante connue de l'héroïne. Ensemble, elles jurent de faire tomber le roi une bonne fois pour toutes. Sauf qu'elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de ce qu'elles avaient imaginé. Donc Cendrillon est morte, c'est une lecture à qui j'avais mis 4 sur 5. J'avais beaucoup apprécié, ça se lit très facilement, on se laisse porter par le rythme. Oh, j'ai pas précisé, dans ces 2 livres, on a une romance FF et j'avais bien aimé le personnage de Sophia. J'ai juste trouvé quelques défauts à l'histoire. Dans un premier temps, là, on est sur un one-shot, un stand-alone. Mais justement, je trouve que ce stand-alone aurait mérité d'être plus long parce qu'il y avait beaucoup de points positifs, beaucoup de potentiel, mais il manquait quelques petits détails. Déjà pour ce qui est de l'univers, comme je vous l'ai dit plus tôt, ça m'a vraiment fait penser à quelque chose de dystopique et j'ai trouvé que c'était super bien pensé. Pour vous donner quelques exemples, bien sûr on est dans une société abusive, chaque foyer doit avoir un exemplaire du conte de Cendrillon, un portrait du roi et aussi un exemplaire du traité affiché chez eux si je ne me trompe pas. Et du coup vous avez bien compris qu'on est sur quelque chose de patriarcal. Le destin des femmes est décidé en fonction des désirs des hommes et donc on va être sur un duo de personnages qui va vouloir faire tomber tout ça. J'ai donc pris plaisir à suivre Sophia et Constance et bien sur les indices de ce qui a pu se passer, de ce qui est arrivé ce fameux jour de bal où Cendrillon a rencontré le prince charmant et quel est le lien avec la situation actuelle, comment on en est arrivé à cette société. Et voilà, mon regret c'est que ça manquait un petit peu plus de détails. Pour ce qui est de la romance, autant je l'ai trouvée mignonne, autant je l'ai trouvée un petit peu trop facile et il y a certains personnages où j'aurais aimé qu'on revienne un peu plus sur eux puisque la façon dont ils sont présentés, on s'attend à ce qu'ils soient quand même un minimum important. Et comme on reste dans le flou, ça m'a un petit peu manqué comme information. Sinon je trouve que tout s'enchaîne très bien, j'ai beaucoup aimé l'affrontement final, le plot twist aussi. Bon, je m'y attendais, j'ai vu venir certaines choses mais ça m'a pas dérangé et vraiment c'est une histoire très sympa. On a donc ensuite Ce cœur empoisonné qui est paru plus récemment et il me semble que c'est issu d'une duologie, c'est donc le premier tome. Regardez-moi la beauté de la couverture. Ah, je vous ai pas montré les livres. Là, vous avez un jaspage pour la version reliée. Sous la jaquette, il ressemble à ceci. Et au niveau des entêtes, on est là-dessus. Là, on est sur de l'urban fantasy, celui d'avant. Réécriture de conte fantasy avec un côté dystopique. Et du coup, je vais vous le montrer. Je trouve
que Sophia est tellement belle. La couverture, elle est vraiment mais sublime. Je suis trop fan. Et donc pour celui-ci, Briseis a un don. Elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque la tante de Briseis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Bri et ses mamans espèrent que cette dernière réussira à contrôler ses dons au contact des plantes et des fleurs. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises. D'étranges lettres attendent Briseis, et son jardin, envahi par les plantes les plus mortelles, ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Bri prend une tournure inattendue et elle est prête à en percer les mystères. J'ai très hâte, le style de l'autrice m'avait convaincue avec Cendrillon est morte, même si, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y avait quelques petits manques à mon goût, mais ici on est sur une duologie, donc j'ai envie de voir ce que ça donne lorsqu'on est sur une série. En plus, l'histoire me donne totalement envie. Je me souviens que dans les thématiques, il est aussi question de secrets de famille, donc ça m'intrigue. Et il est également recommandé par Tracy Dion, l'autrice de Legend Born, que vous retrouverez plus tard dans cette vidéo. Elle a, je cite, dit « magnifique et envoûtant ». Donc j'ai hâte et en plus, ça sera l'une de mes prochaines lectures. Ensuite, nous avons Yenny, la promise du dragon, qui est écrit par Nandi Taylor. Alors, je sais pas s'il y aura une suite. Normalement, la fin annonçait une suite puisque celui-ci, je l'ai lu. J'ai mis un 4,5 sur 5. On se lance avec le résumé. Lié par le destin, séparé par le pouvoir. Nous suivons le personnage de Yenny qui est une princesse. Son père est le chef de la tribu Yirba et lorsqu'il tombe gravement malade, elle décide de se lancer dans un périple. Une périlleuse quête qui aura pour objectif de trouver un remède miracle. Et cette dernière va la mener jusqu'à l'Empire de Crèche dans l'intransigeant Institut des Arts Magiques. Et sur ces terrains inconnus, la jeune femme pourra compter sur son intelligence, sur ses runes sacrées, l'essence même de sa magie, pour mener à bien sa mission. Mais tout bascule lorsqu'elle fait la rencontre de Weish. Ce dernier est mi-homme, mi-dragon et exaspérant. Sauf qu'il la trouble et il ne cesse de clamer haut et fort que Yenny est sa promise, celle que la destinée a placée sur son chemin. Et malgré ses réticences, la princesse va devoir s'allier à Weish afin d'avancer. Quitte à lutter contre son attirance pour le dragon qui ne cesse de croître de jour en jour. Alors, je suis consciente des défauts de ce livre, mais je l'ai tout de même dévoré. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer, j'étais à fond dans l'histoire, mais je suis consciente qu'il peut ne pas plaire. Bien sûr, on est sur un young adulte, mais j'ai trouvé que c'est vrai que la plume faisait assez jeunesse. Et très franchement, parfois, certains personnages, oui, je pense à Weish, peuvent avoir des réflexions assez gênantes. Je pense à une expression en particulier, c'est une traduction, hein. Donc je ne sais pas comment c'est écrit dans la version originale, mais à un moment, il a lancé une insulte ridicule, mais ridicule. Je pourrais pas vous la retrouver malheureusement, ça fait un moment que je l'ai lu, ou alors peut-être que si. Si jamais je l'ai trouvée, je vous la mettrai à l'écran dans tous les cas. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis consciente qu'il peut y avoir des défauts et qu'il peut ne pas plaire à tout le monde parce que voilà, c'est un style un petit peu jeunesse comme je vous l'ai dit. Et malgré le fait que quelque part, selon les titres, ce soit quand même tout l'intérêt du young adulte, là c'est même... En fait, j'ai pas envie de donner un mot péjoratif pour parler de la plume, mais c'est vrai qu'à certains moments, ça faisait un petit peu simple. Je ne sais pas si ceux qui l'ont lu comprendront ce que je cherche à expliquer, mais voilà. Et c'est pas parce que je suis consciente de ces défauts que ce serait juste de mettre moins de 4,5 étant donné que j'ai totalement été happée et que j'ai envie de connaître la suite, que je me suis attachée à Yenny et à Weish. Et même si des fois le ton de l'histoire était un petit peu léger, il y a quand même eu un côté sombre à certains moments, violent auquel on pourrait pas forcément s'attendre par rapport à la façon de parler de nos personnages. Il y avait des points qui étaient un petit peu paradoxaux. En tout cas, ça dénonce certaines choses puisqu'il y a un côté politique dans cette histoire. Il y a des dissensions, Yenny est la princesse d'une tribu et elle décide d'aller incognito dans cette fameuse académie et c'est vrai que la façon dont elle est traitée, pour moi, on est dans des cas de discrimination et Yenny ne cesse pas faire. Il y a donc un côté dénonciation et j'ai beaucoup aimé justement qu'elle soit forte. Parfois, il est question de certains dangers. Je ne me suis ennuyée à aucun moment, j'ai beaucoup aimé la façon dont le récit s'est déroulé, les moments d'action, les moments de romance. Il y a même du coup certains passages qui m'ont fait rire, donc je le recommande. On va poursuivre avec mon chouchou, Legend Born. Actuellement, nous avons le tome 1, regardez-moi cette beauté, et le tome 2. Ah, j'ai oublié de vous dire que Yenny était publié chez Hachette. Ici, c'est une publication j'ai lu. Et étant donné que le tome 3 n'est pas encore sorti en anglais, je ne sais pas s'il est écrit, et bien forcément, on n'a pas de nouvelles pour la version française, mais c'est une lecture.
que je recommande et que je ne cesserai de recommander, vraiment l'une de mes séries préférées. Lisez Legendborn. Il me semble que je vous ai déjà dit que c'était écrit par Tracy Deonn. Nous suivons le personnage de Brie Matthews, 16 ans, qui suite au décès de sa mère est dévastée. Sa mère est décédée suite à un accident de voiture et Brie ne souhaite qu'une chose, quitter le foyer familial et ses souvenirs d'enfance. Pour cela, elle a un objectif: intégrer le programme anticipé de la prestigieuse Université de Caroline du Nord, Chapel Hill. Sauf qu'un jour, elle est témoin d'une agression magique repoussée par 2 étudiants plus âgés. C'est à cet instant que tout ce que Brie pensait savoir de ce monde s'écroule. Non seulement la magie existe, mais en plus, une société secrète millénaire se charge de repousser les ordres maléfiques et de protéger l'humanité. Une société qui pourrait avoir joué un rôle dans la mort de sa mère. Pour connaître la vérité, Brie n'a d'autre choix que de l'infiltrer à ses risques et périls. Alors, je suis donc à jour avec cette série, j'ai lu les 2 tomes et c'est un coup de cœur monumental. Legendborn, c'est de l'urban fantasy, une réécriture des légendes arthuriennes et ça traite des questions du deuil et du racisme. Brie est une jeune femme noire et j'ai trouvé la représentation juste parfaite, même dans les petits détails. Il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais même dans la routine capillaire, la référence aux soins des cheveux afro. Et autant vous dire que il y a des situations, le 2 m'a fait trembler de colère. C'est la première fois qu'un livre me fait trembler. Je vous préviens, lire cette série, c'est prendre le risque de ressentir de fortes émotions, puisque même quand il était plus question de deuil, j'étais émue aux larmes. J'ai trouvé que cette histoire était très touchante. Et je trouve que même si on n'est pas soi-même afrodescendant, c'est une jolie histoire à lire, puisque ça peut permettre d'accéder à une ouverture d'esprit, de comprendre certaines situations, puisque même des petits cas sont dénoncés. Mais bien sûr, c'est de l'urban fantasy, donc forcément il n'est pas question que de ça, je vais vous parler de l'univers. J'ai adoré cette réécriture. Jusqu'ici c'est la meilleure réécriture des légendes arthuriennes que j'ai eu la chance de lire. Vraiment c'est super bien exploité, on a un mélange avec la culture afro-américaine que je vous laisse découvrir. On a un côté historique qui est développé, beaucoup de mystères dans ce premier tome et j'ai trouvé que le développement était juste parfait dans ce deuxième. Dans ce deuxième tome, on en apprend plus sur la hiérarchie de cette fameuse société secrète. Là, on est vraiment sur la découverte de cette dernière et on a une pointe de romance qui est en arrière-plan, mais c'est super bien dosé. D'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait un triangle amoureux, mais pour le coup, j'ai pas trouvé que c'était fait pour le faire. Je trouve que c'est vraiment bien fait et jusqu'ici, c'est-à-dire le tome 2, je pourrais même pas vous dire qui est mon préféré. Bon ok, j'ai une petite préférence, j'ai un petit attachement particulier, mais c'est assez compliqué de choisir. Pour ce qui est des personnages secondaires, je pense à Nick et à Selwyn. Autant Selwyn, celle pour les intimes, tout le début, jusqu'à un certain moment, je l'ai trouvé insupportable, j'avais envie de le baffer, vraiment il était injuste je trouve dans ce premier tome. Mais après il y a une jolie relation, un joli lien qui naît avec Brie et je vous avoue que maintenant il fait vraiment partie de mes chouchous. Je dirais qu'il y a aussi une petite trope found family forcément puisqu'il est question d'équipe et tout ça est hiérarchisé par rapport aux différents chevaliers, aux différents échelons de la table ronde et c'est super bien pensé. De toute façon j'ai envie de vous laisser découvrir donc je ne vais pas plus développer que ça. En tout cas sachez que dans ce tome 2, quand je vous dis qu'il est question de s'énerver, il y a des trahisons de tous les côtés, on commence à voir le vrai visage de certains personnages, des personnages qui avaient commencé à m'exaspérer dans ce tome 1. Je ne peux plus les saquer dans ce tome 2. Non mais vraiment, j'ai adoré et je vous en ferai peut-être une vidéo. Bon, je risque de reprendre certains points que je vous ai expliqués ici, mais je pense que Legendborn mériterait totalement une vidéo qui lui serait consacrée. Ensuite, une autre lecture que j'ai adorée, ça a été un 5 sur 5 pour ce premier tome. La série Les Immortels écrite par Namina Forna et on a les 2 premiers tomes de cette trilogie qui sont disponibles. Le 3e n'est pas encore sorti en VO donc on va patienter en VF. Je n'ai pas lu le tome 2 pour le moment, mais le tome 1, j'étais totalement transportée. C'est vrai que je me répète souvent dans cette vidéo. Alors attention, pour les Legendborn, je dirais qu'il y a des trigger warnings, pour les Immortels également. Là, on va suivre le personnage de Deka qui est une jeune femme qui a 16 ans. Deka vit dans une société patriarcale, dans un royaume qui décide du destin des jeunes femmes en fonction d'un rituel qui déterminera la couleur de leur sang. Rouge, elles sont pures. Dorées, elles sont impures. Et vous vous doutez bien que celui de Deka est doré, elle est donc destinée à un sort pire que la mort et ne sera pas intégrée à la société.
Emprisonnée, elle reçoit la visite d'une mystérieuse femme qui lui lance un ultimatum. Rester dans son village et se soumettre à sa destinée, ou bien partir et se battre pour l'empereur aux côtés de guerrières qui sont, comme elle, au sang doré, les Alaki. Des femmes quasi immortelles, aux dons rares, les seules capables d'arrêter la menace qui plane sur l'Empire. Consciente des risques, tout en souhaitant être acceptée, Dekka décide de partir. Et alors qu'elle se rend à la capitale pour se préparer à la plus grande bataille de son existence, elle va se rendre compte que dans cette ville fortifiée, les apparences sont parfois trompeuses. J'ai vraiment adoré tout. L'univers, il me semble que c'est inspiré d'une mythologie africaine, je ne sais plus exactement laquelle, donc si jamais je le trouve, je vous le préciserai. J'ai adoré les différents personnages, on est vraiment sur une grosse sororité, elles ont toutes vécu une expérience traumatisante, certaines avec d'autres violences qui se sont déjà accumulées aux tortures. Ce livre d'ailleurs est déconseillé au moins de 16 ans, faites attention. Et j'ai vraiment adoré voir la construction, la naissance du lien de toutes ces jeunes femmes qui ont vécu des choses horribles et qui maintenant s'entraident dans un objectif commun. Et le fait est qu'on va découvrir que ce fameux objectif commun pourrait cacher certains secrets et la façon dont les choses se déroulent, c'était juste waouh, vraiment waouh. J'ai donc pas encore commencé le tome 2, je suis intriguée. D'ailleurs, je suis même intriguée que ce soit une trilogie parce que ça aurait été un one-shot, ça m'aurait pas choqué. Pour moi, tout était très bien géré. Je sais qu'il y a certaines personnes qui parlent de romance dans Les Immortels, le tome 1 en tout cas. Je vous le précise, ne vous attendez à rien au niveau de la romance pour ce tome 1 parce que moi j'ai trouvé que c'était très léger quoi. En fait, on a une belle relation qui se crée entre deux personnages. Et c'est vrai qu'on assiste à un début d'intérêt commun, mais ça reste vraiment très en surface. Le plus marquant, c'est cette question de sororité, c'est quelque chose qui est puissant dans ce livre. L'acceptation de soi, et en plus du coup on a une dénonciation de discrimination également, et la reconstruction de ces jeunes femmes. En plus, même avec les personnages masculins qui surviennent pour accompagner les guerrières, et bien au début on est totalement sur une forme d'adversité, puis on a aussi un lien qui se crée même avec eux et l'évolution par rapport à la progression d'histoire de ce fameux lien. J'ai été touchée, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. On verra ce que donne le 2. Il me semble que ceux qui ont aimé le 1 ont un peu moins aimé le 2. Je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai lu. En tout cas, je recommande grandement ce tome 1. Ensuite, on va partir sur un livre que je n'ai pas lu, qui est encore dans ma palle, mais je vous en ai parlé récemment, sauf que je vous ai pas fait de résumé, il me semble pas. En tout cas, je vous ai parlé des grandes thématiques. Et comme celui-ci n'a pas été présenté avec un résumé dans de précédentes vidéos, je vais vous le présenter. Sinon, je vous en avais présenté d'autres sur la chaîne, mais dans des vidéos qui sont un petit peu dispersées. Déjà, je vous avais présenté Les 12 d'Aristar, écrit par Jordan Ifueko, dans une vidéo. Il me semble que c'était dans l'une des deux vidéos sélection de 5 livres que je soupçonne être des 5 étoiles. Donc si jamais vous voulez un résumé et une présentation, je vous y renvoie. Fleur d'Oko de Laetitia Danae et Au bout du rêve de Farah Rochon. Ces deux-là, je vous les avais présentés dans mon book haul d'anniversaire, qui est d'ailleurs une vidéo qui vous a beaucoup plu sur la chaîne. Donc si jamais vous voulez des résumés, je vous y renvoie également. Et Bits of Prey, comme pour les 12 d'Aristar, écrit par Ayana Gray, celui-ci. Vous pouvez également le retrouver dans une vidéo sélection de 5 livres que je soupçonne être des 5 étoiles. Et quand je les aurai lus, je les représenterai et j'en parlerai peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Bon, me connaissant, j'ai du mal à gérer ma palle, mais on verra. Donc dans une prochaine vidéo recommandation, sélection suite au Black History Month, ou pour le Black History Month. Si jamais je crée toujours du contenu d'ici là, mais parce qu'on sait jamais, j'espère que je serai pas en retard. Donc ces livres-là, quand je les aurai lus, pourquoi pas dans une prochaine vidéo de livres écrits par des auteurs afrodescendants. En tout cas, on va clôturer cette vidéo avec Sorcière d'or, qui est une duologie écrite par Sianon Smart et publiée chez De Saxus. Divisés par leur ordre, unis par la magie. Alors, je m'excuse à l'avance si je prononce mal certains noms. L'ordre des Obéas règne sur le royaume d'Aika. Mais un jour, la terrible doyenne, Cariote, renverse l'impératrice et jette sa fille, Iraya, en prison. Des années plus tard, cette dernière croupit toujours dans sa cellule et prévoit sa revanche sur celle qui a tué sa mère et ruiné son existence. De son côté, Jasmine, la fille de la doyenne, ne peut plus supporter les décisions cruelles de sa mère et son souhait de faire perdurer des rituels barbares comme celui de la récolte. Iraya et Jasmine vont pourtant conclure une alliance précaire afin de renverser le règne de la despote.
Mais entre la tentation du pouvoir et l'aveuglement de la vengeance, seront-elles capables de dépasser leur rivalité? Sorcière d'or, je trouve qu'on le voit très rarement passer sur les réseaux. J'ai même pas le souvenir d'avoir lu ne serait-ce qu'un avis. Donc j'ai envie de le lire pour voir ce qu'il donne et surtout pour voir si j'achète l'Impératrice écarlate, qui est le tome 2 de Sorcière d'or, la suite et fin de cette duologie. Je suis plutôt intriguée à voir ce qu'il donnera et voilà. Sur ce, dans cette vidéo, vraiment, on sera passé par tous les aspects de la météo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se dit à la prochaine. Salut!